Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 113 du Temps d'arrêt. Nous en sommes au tiers de la saison dans la merveilleuse, la merveilleuse ligue de la NFL. Et on a décidé, mon collaborateur Thierry Murray et moi, de faire un petit épisode supplémentaire là, pour parler de l'actualité jusqu'à présent. Notre cher ami Michael sera de retour avec nous au prochain épisode dans quelques semaines où on décortiquera en détail le power ranking, où nous en sommes à ce stade-là de la saison. Mais très content d'avoir Thierry aujourd'hui pour parler de ce qui se passe à date là, dans la NFL. Thierry, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, on a un bel automne, la météo, on a du beau football. Écoute, tout Exactement. va bien en ce moment. Je serais curieux de savoir un petit peu tes impressions jusqu'à présent dans la saison parce qu'on dit souvent que il y a des surprises, il y a des blessés, ça revient toujours au même, mais cette année, c'est vrai, il y a des surprises, c'est fou le nombre de la semaine passée puis la semaine d'avant de upsets qu'il y a eu dans une même semaine. Là, je pense que la moitié des équipes qui étaient favorites ont perdu il y a 2 semaines. Donc c'est quand même assez, ça va de tout bord, tout côté cette saison-ci. Écoute, nos classements pourraient changer à chaque semaine. Ouais. C'est pas compliqué, là. Sachant, là, on le fait aux 3 semaines. Là, il y en a une qui monte de 4 ans, l'autre descend de 6. On n'arrête pas de changer ça. Il y a des équipes qu'on n'avait même pas mis qui sont là. Comme tu l'as dit, là, il y a des équipes qui ont perdu. On pense par exemple aux Ravens qui sont 1-5. Vous dire, qui aurait pu prévoir ça? C'est complètement fou. C'est des montagnes russes en ce moment pour les 7 premières semaines. Là. Justement, on va inviter les gens à aller consulter notre plus récent état des forces, notre Power Ranking pour ceux qui sont sur YouTube. Vous le voyez à l'écran en ce moment. Donc, beaucoup de changements, comme tu l'as dit, à l'aube de cette 7e semaine. Dans quelques semaines, on fera un épisode où on se lancera vraiment dans cette analyse du Power Ranking. Il y a des belles choses qui se passent, puis la beauté de la chose, c'est que dans quelques semaines, ça risque d'être complètement différent. Alors, ne manquez pas nos Power Rankings à chaque 3 semaines, là, publiés sur Facebook et Instagram. Donc, aujourd'hui, Thierry, le plan de l'épisode, ça serait un petit peu de décerner nos... on ouvre, étant tous les deux professeurs, on ouvre notre cahier d'école, puis on donne les bonnes notes et les moins bonnes notes à certaines équipes et certains joueurs. Donc, on va y aller un petit peu des trophées, des principaux trophées qui sont décernés à la fin de la saison. On va y aller de qui serait en tête là, dans ces courses-là. Là, on peut penser là, au MVP en attaque et en défense dans les deux divisions, la recrue par excellence, l'entraîneur de l'année. Et on se réserve un petit bloc spécial à la fin pour parler non pas d'une équipe qui trône au sommet de la NFL, mais une équipe qui est dans les bas-fonds depuis trop longtemps, les Jets de New York. Donc, on va un petit peu décortiquer ce qui se passe de ce côté-là. Là, on va essayer d'analyser le fruit de leur insuccès continuel. Mais commençons, si tu veux bien, avec les surprises, hein, nos équipes surprises depuis le début de l'année. On l'a dit, il y en a plusieurs. Dans ton cas, c'est les Seahawks de Seattle qui sont dans une division extrêmement compétitive, là. Le West de la nationale avec 3 équipes à 4 victoires et 2 défaites, dont les Seahawks. Écoute, les Seahawks, moi, au début de l'année, je les avais même pas mis dans les 8 équipes à surveiller. Je trouvais que le changement de personnel, je trouvais pas qu'il était très intéressant. Ensuite,
j'étais de ceux qui croyaient que Sam Darnold allait s'écrouler, qu'il allait avoir comme une saison magique l'année dernière, puis qu'il allait changer d'équipe et que on allait revoir le vieux Sam Darnold, mais j'étais dans l'erreur. Il faut que je le constate et que j'admette mes torts. Donc, vraiment, je joue du gros football en ce moment. Je croyais aussi que de perdre DK Metcalf, de perdre aussi c'est Tyler Lockett, le deuxième receveur. Donc, de perdre ces deux gars-là puis de remplacer par Puka Nacua, Cooper Kupp. Je n'étais pas convaincu, mais finalement, tout marche sur des roulettes. La défensive est incroyable. Donc, vraiment, les Seahawks, c'est une équipe à surveiller qui a monté beaucoup dans mon classement. Et ce qui est le fun à voir aussi, c'est qu'on a, puis à l'instar de l'équipe que j'ai choisie comme étant la surprise dans l'américaine, on n'a pas une défensive remplie de joueurs étoiles. On a des joueurs qui sont quand même efficaces dans leur position, mais oui, c'est surtout l'attaque, puis les départs des deux receveurs dont tu mentionnais, ça a permis d'autres de prendre leur place. On en parlera un petit peu plus tard dans les trophées individuels, mais on n'a pas une équipe remplie de joueurs vedettes là, comparé aux 49ers qui, oui, sont décimés par les blessures, mais on a pas mal plus de gros noms. Et à chaque semaine, on est difficile à affronter là, les Seahawks. Oui, tout le monde fait son travail. On dit souvent que le football, c'est un sport d'équipe. Chacun fait son travail. Puis la ligne à l'attaque est vraiment bonne, ce que je croyais pas. Puis la ligne à l'attaque fait son travail. Ça permet à Sam Darnold de distribuer le ballon. Puis ça fonctionne très bien. Tout le monde fait son travail. Du côté de l'américaine, j'y suis allé avec la première équipe sur le power ranking de l'américaine. Ben, c'est pas parce qu'ils sont premiers, c'est parce qu'on ne les voyait pas là, les Colts d'Indianapolis. Une bonne saison. Ça ne peut pas être une autre équipe que les Colts. Non, mais ça pouvait pas. Il y a d'autres belles surprises, mais les Colts, c'est vraiment quelque chose de spécial cette année, là. 8-9 l'année passée, donc c'était pas une vilaine saison, mais cette année, le début de saison de 5-1 est quand même assez époustouflant. Fiche de 4-0 à domicile, une victoire, une défaite à l'étranger. Donc, ce sera à voir. Là, le calendrier a été quand même assez facile jusqu'à présent. Là, des victoires contre les Dolphins, les Titans, les Raiders. Des victoires par 4 points ou moins contre les Cardinals ou les Broncos, qui sont des meilleures formations que les trois autres qui ont été nommés précédemment. La grosse victoire, ça a vraiment été contre les Broncos. Là, ça a été le fait d'armes depuis le début de l'année. Mais ce sera un gros test dans les semaines à venir. Là. C'est là qu'on va vraiment voir l'identité des Colts. Est-ce que c'est une équipe qui est pour vrai, là, dans le jargon du football, on dit « Are they for real? » On va le voir. On affronte prochainement les Chargers, en fait, cette semaine, et les Steelers. Mais tu es bien placé pour parler de leur entraîneur-chef, Shane Steichen. Il gère très, très bien son équipe et il a imposé une empreinte qu'on peut revoir certaines similitudes de ces bons moments avec les Eagles. Là, je te laisserai la parole un petit peu plus tard. Là, mais on semble, de ce côté-là aussi, on n'a pas de joueurs vedettes, mais le système est très, très bien ficelé, puis ça a été acheté par les joueurs de l'équipe. Daniel Jones, finalement, pourrait ressembler à le corps prometteur qu'on a autrefois cru qu'il était, là, 1500 verges par la passe, un passing rate de 104.4. Je vais rappeler un petit peu aux gens, là, le passing rate, on risque d'en parler quelque peu dans cet épisode-là. C'est le pourcentage de passes tentées et complétées. C'est un système qui permet de noter les performances des passeurs par rapport à plusieurs statistiques, donc le pourcentage de passes tentées, complétées, le nombre de verges gagnées par la passe, le nombre de touchés et le nombre d'interceptions. Donc, ça oscille entre 0, ça n'arrive jamais que c'est aussi bas, et 158.3. Donc, en ce moment, Daniel Jones est à 104.4, là, en haut de la barre des 100, c'est très bien. On a un Jonathan Taylor dont on parlera un petit peu plus tard aussi, qui est dominant. Notre premier choix au repêchage, le lié rapproché était Tyler Warren mène l'équipe avec 370 verges captées. Il est sorti 14e. J'avais trouvé ça tard. Puis je pense qu'il y a certaines équipes qui vont s'en mordre les doigts. Peut-être les Bears aussi. Là, ça va un petit peu moins bien avec leur allié rapproché, Colston Loveland, là, qui a un moins bon début de saison, un moins gros impact que Warren. Mais ça va bien du côté des Colts. Puis j'aimerais que tu me dises un petit mot sur Steichen. Qu'est-ce que tu viens de lui sur les Eagles? Puis qu'est-ce qui fait qu'il amène du succès aux Colts selon toi? Là? Ben, la réponse, je veux dire, c'est de l'équilibre. Il y a un jeu très équilibré, justement, avec le jeu au sol. Tu en as parlé avec cette ligne à l'attaque qui, en ce moment,
une des meilleures de la ligue. Jonathan Taylor qui ralentit pas du tout, qui est vraiment bon. Ce qui fait en sorte que Daniel Jones n'a pas besoin de tout faire, puis ce qu'il a besoin de faire, il le fait super bien. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qui fait que ça fonctionne, et c'est l'équilibre qu'il y avait lorsque les Eagles étaient allés au Super Bowl en 2022. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois. Et Étienne, ça prend vraiment du courage comme entraîneur-chef pour, en début de saison, annoncer que ça ne sera pas le corps arrière que tu as choisi numéro 3 au repêchage pour dire ça va être Daniel Jones qui va prendre sa place. Toute la communauté football devait le regarder en disant c'est un fou. Puis si ça n'avait pas marché, là, mon Dieu, d'après moi, il se serait fait congédier en ce moment. Puis il a fait la bonne décision. Daniel Jones, en ce moment, répond aux attentes. Il est plus qu'aux attentes. Il est incroyable en ce moment. Donc, quelle tête de football. On a quand même été un petit peu chanceux parce que, comme tu l'as dit, Anthony Richardson sélectionné quatrième, troisième, en 2023, c'était peut-être pas une grande sélection de leur part. Là. On est allé vraiment, on voulait frapper un coup de circuit, mais on s'est rendu compte que ces prises de décision, oui, il est athlétique, mais ses prises de décision étaient plus que problématiques. Donc, on est tombé sur un Daniel Jones qui était joueur autonome, à qui s'est fait montrer la porte à grands coups de pied, vous savez où, par les Giants. Et finalement, ça fonctionne. Donc, comme tu l'as dit, tant mieux. Léger manque, selon moi, au niveau des receveurs de passe dans cette équipe-là. Là, Michael Pittman et Alec Pierce ont une bonne saison, mais si on veut faire un bout de chemin, peut-être qu'une acquisition d'un receveur de passe pourrait être intéressante. Du côté de la défensive, ben, comme je le disais tantôt, là, c'est pas des gros noms, mais c'est des joueurs efficaces là, comme le safety Nick Cross, le demi-coin Mackie Blackman, le secondaire Zaire Franklin, l'allié défensif Kwity Paye. Donc, comme tu l'as dit, c'est une unité, c'est un équilibre qui font en sorte que les Colts sont dangereux cette saison. On se transpose du côté des déceptions maintenant. Pour les fins renards, vous aurez remarqué je vais le publier à nouveau, là, mais que dans notre état des forces, les Eagles de Thierry ne s'y trouvent pas, donc ne sont pas dans les 7 premières équipes là, du Power Ranking de l'Association nationale en vue de la semaine 7. On le dit bien, hein, c'est en vue de la semaine 7. Mais pourquoi est-ce que tu les places dans la barre des déceptions pour cette année 2025 jusqu'à présent? Ben écoute, il ne faut pas regarder la fiche des Eagles, il faut regarder les matchs. Okay? Parce que la fiche, en ce moment, est quand même bien. Là. Ils ont 4 victoires, 2 défaites. Donc, au niveau de la fiche, il n'y a rien de problématique en ce moment. Là. Mais c'est de voir les matchs. Ça a été des matchs laids depuis le début de la saison. C'est une attaque qui ne fonctionne pas du tout. Écoute, on a 10 joueurs en attaque sur 11 qui ont gagné le Super Bowl l'année dernière. Là. C'est la même attaque à l'exception de un joueur. Donc, comment tu peux passer d'une des meilleures offensives de l'année passée à 30e dans la Ligue? On est 30e sur 32 pour les... Le monde a l'air un peu moins bon. Hein. C'est pas compliqué. Sérieusement, il n'y a rien qui fonctionne. Le jour ça, Saquon Barkley, qui parle de Saquon Barkley en ce moment, à part pour dire il est où? Tu sais, on ne court pas avec le ballon. Après ça, on a des Devontae Smith, des A.J. Brown, des vedettes de la NFL qui sont... A.J. Brown, je pense, c'est 47e. En tant que propriétaire d'A.J. Brown dans un de mes fantasy, c'est une amère déception. Il est la raison de mes insuccès. C'est pas compliqué, là. Donc, pour vrai, c'est ça. Cette attaque-là roule sur des roues en carré. Écoute, je sais, ça roule pas du tout. Est-ce que c'est à cause on avait parlé de leur coordonnateur offensif. Kellen Moore est parti entraîner les Saints. On a parlé d'un nouveau coordonnateur offensif qui était à l'interne aussi. Est-ce que tu penses que ça vient de là? Qu'est-ce qui se passe là? Écoute, j'ai pas le choix de pointer du doigt Kevin Patullo, le coordonnateur offensif. C'est la seule chose qui a changé depuis l'année dernière et là, ça roule plus du tout. Puis comme j'avais dit, on a fait la même chose qu'en 2023. On a laissé Nick Sirianni choisir son coordonnateur. Il a fait monter un gars de l'interne et ça ne fonctionne pas encore. Donc, ça, j'ai du blâme à lancer à Nick Sirianni et à Kevin Patullo. Ouais. Vraiment, avec tous les joueurs que tu as, je pense que n'importe quel coordonnateur offensif de la NFL souhaiterait avoir cette équipe-là. Tu peux regarder ça et dire, avec le talent qu'il y a là-dedans, je peux tellement faire des choses. Puis en ce moment, on ne fait rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc, en attaque, c'est vraiment désastreux. Donc, après ça, on a gagné des matchs contre les Buccaneers. On a gagné sur un botté bloqué. On aurait dû perdre ce match-là.
il était à un botté de gagner. Donc, après ça, il y a des mi-temps qu'on a fait 14 verges et on n'a pas fait comme de tu me points. disais avant qu'on entre en nombre, c'est pas compliqué. T'es une équipe de la NFL. Les 7 équipes que tu as placées dans la nationale, tu préférerais affronter les Eagles avant ces 7 équipes-là. Là. Ah oui, Donc, exactement. ça reste à voir. Si je suis un entraîneur, les 7 équipes que j'ai placées avant, je ne veux pas les affronter. J'aime mieux affronter les Eagles en premier. Donc, c'est une équipe. Est-ce que les Eagles peuvent remonter? Absolument. C'est une équipe qui a tellement de talent que ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, remonte. Mais en ce moment, la semaine 7, c'est vraiment pas une équipe qui est dangereuse en ce moment. Ouais. Du côté de l'américaine, ben c'est un son de cloche qui est différent à cause de leur fiche. On en a glissé un mot en début d'épisode, là, mais c'est les Ravens de Baltimore. En 2024, on avait une fiche de 12 victoires, 5 défaites. Cette saison, on a déjà le même nombre de défaites que l'année passée. Le différentiel de points est à moins 50. Là, c'est assez désastreux de ce côté-là. C'est sûr que leur calendrier n'a pas été facile, là, mais les 3 dernières semaines, l'équipe a été complètement déclassée. Là, il faut noter, oui, c'est sûr que Lamar Jackson a été blessé lors de cette période-là. Par contre, on peut regarder dans les dernières années, Lamar Jackson en a manqué des matchs et on n'a jamais paru aussi décontenancé, aussi dominé que présentement. C'est sûr qu'on a des blessés aussi en défensive, mais pas mal moins que l'année passée. L'année passée, on a réussi à garder la tête hors de l'eau. On avait une attaque qui était explosive. Oui, c'est sûr que Lamar a eu une saison extraordinaire, mais on s'est débrouillé sans Lamar par le passé. Cette année, ce n'est pas du tout le cas. Que ce soit Tyler Huntley ou Cooper Rush, ça n'a pas fonctionné du tout. L'attaque, les receveurs ont fait des échappées qui étaient évitables. À part la semaine passée, Derrick Henry, lors de la semaine 6, Derrick Henry est pas mal moins explosif. On en a parlé en début de saison. Est-ce que son âge commence finalement à le rattraper? Ça se pourrait bien. On a un John Harbaugh, l'entraîneur-chef, qui se fait régulièrement déclasser. On sait qu'il est là depuis très longtemps. Et plusieurs analystes et partisans commencent à demander sa tête. L'équipe profitera cette semaine, là, lors de la semaine 7, d'un bye week, là, donc ça va aider. On devrait retrouver Lamar par la suite. Mais les 4 matchs au retour vont être déterminants. Là. On affronte Chicago sur la route. Par après, on affronte Chicago à domicile, pardon. Après, c'est sur la route Miami, Minnesota, Cleveland. Si on a 3 défaites sur 4, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que ce sera terminé les chances de playoffs pour de série pour les Ravens. Après ça, on a un calendrier relativement aisé. Donc, si on est capable de survivre ça devrait aller pour les Ravens. Mais si on présente le même visage que même avant que Lamar se blesse, je ne pense pas leur donner cher de leur peau. On dirait que les joueurs ont abandonné. Et parfois, on sait qu'un changement de visage, un changement de personnes qui dirigent, un discours nouveau peut aider une équipe. Peut-être que les Ravens, on en est rendu là. Ouais. Écoute, moi, je ne comprends pas la décision d'avoir mis Cooper Rush comme carrière plutôt que Tyler Huntley. Parce que, pas nécessairement que Cooper Rush est moins bon qu'Huntley, mais Huntley fit pas mal plus avec le système que Cooper Rush. Tyler Huntley, c'est un carrière capable de courir. Jamais autant que Lamar Jackson, mais c'est un carrière qui est mobile, que tu peux que tu peux suivre quand même le cahier de jeu que tu avais déjà à la base. Tandis que Cooper Rush, il faut que tu changes complètement ton cahier de jeu. Là. Tu ne peux pas faire la même chose qu'avec Lamar. Donc, ça, c'est une décision que j'ai trouvée un peu douteuse. Est-ce qu'ils auraient gagné leur match si c'était Tyler Huntley? Je ne crois pas, avec le nombre de points que les équipes adverses ont marqué contre eux. Je ne croirais pas, mais je trouve ça quand même spécial comme décision d'avoir mis Cooper Rush. Et Cooper, comme tu l'as dit, Cooper Rush, c'est un gars qui a eu du succès par le passé avec un certain succès avec les Cowboys, là, à l'absence de Dak Prescott. Mais là, le système était complètement différent. Et Tyler Huntley a déjà eu des bons moments avec les Ravens. Il a fait le travail là, comme mentionné quand Lamar n'était pas là. Puis là, si on regarde un petit peu là, les dernières semaines, là, défaite de 37-20 contre les Chiefs, on s'attendait à un match serré, on ne l'a pas eu. C'est sûr qu'on a eu des défaites un peu crève-cœur contre les Bills, contre les Lions aussi. Mais et le nombre de points qu'on a accordé, hein,
44 aux Texans, Ouais, j'allais en 37 venir, aux les Texans, Chiefs. 44 points pour une attaque qui était complètement inexistante depuis le début de la saison, c'est des Texans. C'est pas juste au niveau de l'attaque qu'on a des problèmes, c'est en défensive aussi. On a des blessés du côté de la défensive, mais en début de saison, on n'en avait pas tant que ça. On a quand même accordé 41 points aux Bills, après ça, 38 points aux Lions. C'est des bonnes attaques, mais même si c'est des bonnes attaques, si tu accordes dans le coin de 40 points, tu n'as pas grande chance de gagner. De gagner, effectivement. On se transpose du côté des candidats potentiels au titre de MVP. Là. Donc, on va nommer 2 candidats au niveau de l'attaque par association et puis on va en mentionner un au niveau de la défensive. Commençons avec l'association nationale, Thierry. Un des corps arrière les plus efficaces depuis le début de la saison, là, c'est sans aucun doute Baker Mayfield, là, lui qui a mené son équipe là, à une excellente fiche jusqu'à présent là, de 5 victoires et une défaite. Là. Écoute, c'est de la façon qu'il gagne les matchs, c'est de la façon qu'il joue. Je pense qu'on va dire à 3 victoires, que ça s'est passé dans les dernières minutes au 4e quart. Vraiment, il revient de l'arrière, il joue avec assurance. Les joueurs jouent pour Baker Mayfield, vraiment. C'est un meneur d'hommes en ce moment à Tampa Bay. Puis si ce n'était pas du botté bloqué contre les Eagles, il y en aurait une 4e. Ça s'affiche une remontée en fin de match. Donc, la façon qu'il joue, vraiment, c'est exceptionnel. C'est pas nécessairement qu'il y a le plus de verges en ce moment, ni le plus de passes de toucher, mais c'est vraiment quand tu le regardes jouer, vraiment, c'est vraiment. Si Baker Mayfield n'est pas dans cette équipe-là, les Buccaneers, on n'en parle pas tant que ça. Il fait un travail vraiment incroyable. Clairement, moi, c'est mon MVP pour l'instant. Rendu à la semaine 7, c'est vraiment mon MVP. Deuxième candidat de choix, on parlait tout à l'heure des Seahawks et des DK Metcalf, Tyler Lockett qui ont quitté et que ça a laissé place. On parlait de Cooper Kupp, oui, mais ce n'est pas lui la principale raison des succès de l'équipe. On parlait de Sam Darnold. Un joueur qui a pris cette place-là, c'est celui qui est meneur au niveau des verges captées cette saison. On parle ici de Jackson Smith Njigba. Donc, on en est déjà à une 3e saison pour Smith Njigba. Donc, une excellente saison jusqu'à présent. Les produits de Ohio State, on sait qu'ils font d'excellents receveurs de passes. Parle-nous un petit peu de son travail depuis le début de l'année. Écoute, moi, j'étais un des plusieurs qui questionnaient sur justement le fait, est-ce qu'il est capable d'être un numéro 1? En ce moment, clairement, il nous prouve que oui. Il est quasiment rendu il est presque à 700 verges en 5 matchs. Oui. C'est phénoménal. S'il continue sur cette lancée-là, il va avoir toute qu'une saison. Donc, vraiment, lui et Sam Darnold, ça a cliqué tout de suite. Ouais. Les partisans des Seahawks doivent vraiment être contents de ça. On appelle un nouveau carrière, on va dire entre guillemets un nouveau receveur numéro 1. Il était là, mais c'est un peu du nouveau, puis ça fonctionne tout de suite, la chimie est là. Donc, vraiment, moi, comme on disait, hors honte, je pensais que ça allait être plus Puka Nacua, mais là, avec sa blessure à la cheville, il va probablement manquer quelques semaines, ce qui va le ralentir au niveau des statistiques. Et du côté de Smith Njigba, c'est des jeux explosifs semaine après semaine. Il bat les meilleurs demi-coins adverses. On le sait, là, il est le numéro 1 de son équipe, donc il est tout le temps confronté aux meilleurs demi-coins adverses. Il les prend de vitesse, puis c'est même pas proche. Là. Ça, c'est ce qui est phénoménal parce que il n'était pas réputé pour sa vitesse nécessairement dans les dernières saisons. Même on disait plus que c'était un bon coureur de tracé, mais dans des petits tracés, des slants, des petits tracés courts. Puis là, cette année, c'est en zone profonde. Et justement, il bat les joueurs de vitesse. Donc, vraiment, il nous montre une facette qu'on n'avait pas vue depuis qu'on l'avait repêché il y a 2 ans. Du côté de l'américaine, mes candidats, là, ben on l'a mentionné tout à l'heure, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis, Jonathan Taylor, meilleur de la NFL après 6 matchs, avec 603 verges au sol, 7 touchés, 147 verges captées, 1 touché par la passe. Donc, plusieurs avaient des doutes. Non, Jonathan Taylor n'est pas vieux, là, mais plusieurs avaient des doutes quant à son explosivité suite à sa blessure là, de l'année passée. Là, 26 ans. C'était pas sa première blessure. Il y a 2 ans, pardon. Mais ouais, non, c'est ça. Pas la première blessure à ce niveau-là. 26 ans. Donc, il est encore jeune, mais tu as parlé de bien rentrer dans le système. Là, c'est 100% ça.
tout semble si fluide. Il brise des plaqués. Il est extrêmement rapide. Ses changements de direction sont impressionnants. Toujours le deuxième, troisième effort pour battre les guerres de tranchées qui se présentent devant lui. Donc, Jonathan Taylor fait tout pour donner une chance à son équipe et c'est ce qu'on recherche d'un MVP. Quand on regarde certaines de ses meilleures performances, là, il est extrêmement utilisé. Là. 2 matchs de plus de 20 courses, 25 contre les Broncos avaient récolté 165 verges au sol, 21 courses contre les Cardinals en ont récolté 123. Donc, c'est pas des petites deux petites défensives que je viens de vous nommer là, surtout contre les Broncos. C'est une des grandes raisons de leur victoire contre Denver. C'est des statistiques de gagnants du MVP. C'est sûr que ça va souvent au corps arrière, mais c'était digne de mention. Du côté des... C'est ça qui est drôle parce qu'en ce moment, tous les yeux sont sur Indiana Jones, sur Daniel Jones, puis pourtant, c'est plus Jonathan Taylor qui transporte l'équipe. Là. Mon deuxième candidat est un peu un long shot, dans le sens que je n'ai pas l'impression qu'il va réellement être considéré, mais à voir s'il est capable d'amener de telles performances sur une saison complète. On parle ici du jeune corps des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Drake May, qui mène son équipe jusqu'à présent à un dossier de 4 victoires, 2 défaites. Là. Eux aussi sont surprenants depuis le début de l'année. 3 victoires de suite, dont des matchs quand même serrés, dont une victoire de 23-20 contre les Bills. Mais c'est 1522 verges par la passe, un passing rate de 112,5, 10 touchés, 2 interceptions. Il est extrêmement efficace. Il distribue bien le ballon. N'est pas vraiment, il n'est pas rivé que sur un seul receveur. Là. Une semaine, ça peut être Stephen Diggs. L'autre semaine, ça peut être Keyshawn Booth. Donc, on nomme pas 2 receveurs. C'est sûr, Stephen Diggs l'a déjà été, mais on n'a pas de receveur tout étoile du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais Drake May trouve des manières de faire fonctionner cette attaque-là, distribue très bien le ballon. Et surtout, la clé, c'est qu'il limite les erreurs. Il a une très, très bonne lecture de ce qui se passe devant lui. Et très, très rare les moments qu'on va se dire il n'aurait pas dû prendre cette décision-là. Ils ne sont pas toujours traduites par des interceptions, mais de son côté, on se dit c'est rare qu'il fait des mauvaises passes, puis c'est extrêmement positif. Donc, les partisans de la Nouvelle-Angleterre, dont moi, étaient très contents de sa sélection au 3e choix total du repêchage de 2024. Là, il est vraiment en train de cimenter sa position comme un des bons jeunes corps de la Ligue. Et s'il est capable de maintenir ces statistiques-là toute une année, on peut garantir que les Patriots vont être en série et peut-être que May va être dans la conversation pour le MVP de cette année dans l'américaine. Du côté de... Oui, vas-y. Je vais juste ajouter, comme tu disais, il peut avoir des bonnes décisions. Il ne fait rien de flashy en ce moment, rien d'exceptionnel, mais quand il faut qu'il aille chercher un petit diverge avec ses jambes, il va le chercher. Ouais. Quand il faut qu'il aille marquer un toucher avec ses jambes, il va le chercher aussi. Quand il faut qu'il se débarrasse du ballon, En ce moment, il joue comme un vétéran en ce moment. Oui, absolument. Du point de vue défensif dans la nationale, un joueur qui pourrait recevoir des votes, c'est l'ailier défensif des Lions de Détroit, Aiden Hutchinson, qui revient d'une blessure. Et c'est le fun de le voir dominer, on l'a dit. Il a beaucoup manqué aux Lions en fin de saison l'année passée, mais là, il est de retour en force. Là. Mais écoute, s'il ne gagne pas joueur défensif par excellence, il va gagner le Comeback Player of the Year. Je ne sais pas comment le dire en français. Le retour du joueur. En tout cas, il va gagner assurément ce titre-là, parce que ça revient aux joueurs qui reviennent d'une blessure, de peu importe de quelle façon, reviennent d'une saison qu'ils n'ont pas joué. Donc, il joue en ce moment d'une façon incroyable. Il est toujours dans le champ arrière. On voit les carrières, ils sont tout le temps en train de se défaire d'Aiden Hutchinson. Vraiment, c'est toujours la question d'un joueur qui revient d'une blessure aux jambes. Est-ce qu'il va être aussi explosif? Est-ce qu'il va être aussi dominant? Il a repris où il avait laissé l'année dernière. Vraiment, il est parti sur une séquence incroyable. Je pense qu'il est déjà à 7 sacs du corps. Donc, vraiment, c'est tout qu'un joueur là, en défensive. On sait que dans la NFL, il y a le MVP
Et puis, il y a les gagnants pour les joueurs offensifs et défensifs par excellence dans les deux associations. Donc, effectivement, Hutchinson pourrait être un candidat de choix. Au niveau de l'américaine, j'y vais avec un joueur nettement moins connu. On parle ici du secondaire des Broncos, Nick Bonito, qui est encore jeune. Je n'ai pas son âge sous les yeux, mais c'est un joueur qui est capable d'avoir un impact déterminante sur une excellente défensive que celle des Broncos. Et il est pas étranger au succès de cette défensive-là. 26 ans pour Nick Bonito. Donc, les Broncos, au moment où on se parle, c'est pour les équipes qui ont disputé 6 matchs, seulement 95 points contre. Donc, on est au premier rang de la Ligue. Les Packers sont deuxième avec 102. Mène la Ligue avec 8 sacs, 23 plaqués. Donc, il est un petit peu plus dans l'ombre des joueurs un petit peu plus vedettes du côté des Broncos, là, les Pat Surtain et autres, Zach Allen, Jonathan Cooper, qu'on entend un petit peu plus parler du côté de cette défensive-là. Mais Nick Bonito est vraiment dominant. Des séquences que j'ai vues cette année, bat régulièrement avec aisance les gardes qui se présentent devant lui. C'est des schémas pour mettre de la pression sur le corps qui est très, très, très efficace là, au niveau des Broncos. L'année passée aussi, on était dans les meilleurs de la Ligue pour les sacs du corps. Donc, leur coordonnateur défensif, principalement au niveau de la pression vers le corps, est un génie là, de la NFL, rien de moins. Nick Bonito, pour moi, s'il continue sa saison, on était à 8 sacs au tiers de l'année, pourrait dépasser facilement la barre des 15, selon moi, et ça ferait de lui une des bonnes saisons dans les dernières années dans la NFL. Au niveau des recrues de l'année, Thierry, plusieurs bonnes recrues, encore une fois, qui se mettent en évidence. Un petit peu plus du côté de la nationale, on va le dire. Là, du côté de l'américaine, il faut gratter un petit peu plus. On en a, mais en termes de nombre, certains joueurs dont on ne nommera pas nécessairement aujourd'hui, là, mais qui sont capables d'avoir un impact sur leur équipe. On peut penser à un Cam Scarabou qui est une belle histoire aussi, qui réussit à avoir... énergisant. Oui, qui est énergisant. Jackson Dart aussi, du côté des Giants, les Scarabou Giants, c'est les deux choix au dernier repêchage qui ont pris cette équipe-là en main dernièrement. Un joueur dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est Cam Ward, mais parce que ça va pas mal moins bien. Mais on en a d'autres qui sont efficaces. Et au point de vue de l'offensive de la nationale, on le savait qu'il était bon, mais pas à ce point-là. Emeka Egbuka, le receveur de passe des Buccaneers, tu parlais des succès de Baker Mayfield, ben, ils sont intimement liés aux belles performances de Egbuka. Alors, écoute, moi, quand les Buccaneers ont choisi Emeka Egbuka, j'étais sceptique un peu. J'étais comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce qu'on a déjà un duo de receveurs vraiment bon en Chris Godwin et Mike Evans. Donc, j'étais comme, où est-ce qu'on s'en va avec un receveur de passe? Ben, peut-être on peut prévoir l'avenir, mais l'avenir, mais ouais. Il est quand même pas si proche que ça. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que c'est tout qu'un receveur de passe. Il est déjà dans le top 5 pour les verges. Puis ça, c'est pas juste top 5 pour les recrues, c'est top 5 au complet avec les autres receveurs. Donc vraiment, il est dominant. Puis il n'est pas juste dominant dans l'ombre de Mike Evans puis Chris Godwin, parce que là, Chris Godwin et Mike Evans n'étaient pas là. Et il était vraiment excellent. C'était le receveur numéro 1. Donc, je pense que les Buccaneers ont clairement trouvé leur nouveau receveur numéro 1 pour les prochaines années, pour la suite de Mike Evans. Donc, je pense que c'est ça qu'ils avaient en tête. Puis, ils ont clairement marqué un coup de circuit avec ce joueur-là. Du côté de l'américaine, j'ai hésité avec Tyler Warren. Je suis finalement allé avec le porte-ballon Ashton Jeanty au choix de première ronde au dernier repêchage. Les 3 premières semaines, ça a été décevant. Mais il faut dire qu'il joue au sein d'une attaque dysfonctionnelle. 3 semaines d'après, ça a été pas mal mieux. Là, c'est au moins 85 verges cumulatifs, là, donc course et passe lors des 3 derniers matchs, dont un match de 155 verges au total et 3 touchés. Donc, à la blague, là, depuis qu'il a changé sa position avant de reprendre le ballon, là, son standing stance, c'est nettement mieux. Mais
je pense qu'on va devoir revoir un petit peu nos attentes du côté de Genty parce que c'est une attaque qui a tellement de problématiques. Écoute, Gino cette Smith ligne à a l'attaque-là beaucoup est de horrible. difficultés. Ouais, C'est horrible. Là. Puis si Sam Darnold, ça a été un grand succès, Gino Smith, c'est un échec total. Et Ashton Genty, Smith n'est pas le seul à blâmer. Là, Pete Carroll a beaucoup de difficultés à faire fonctionner cette attaque-là. Mais je pense que Genty va être un petit peu victime de ça cette année. Il va être capable d'avoir des bons chiffres. Mais il faut quand même mentionner que l'impact qu'il est à avoir, il est explosif ou lui aussi brise des plaqués. Ce sera un des bons porteurs dans les prochaines années. Au niveau de la nationale, Thierry, tu y es allé avec... oui, les Eagles, ça va pas très bien ces temps-ci, mais tu es allé avec un joueur des Eagles, là, Jihad Campbell, leur choix de première ronde cette année. Ouais, écoute, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien aux côtés des Eagles, c'est leur premier choix au repêchage, Jihad Campbell, qui est secondaire de ligne dans le milieu du terrain avec Zach Bond. Donc, il est collègue avec Zach Bond. Et pour vrai, ces deux gars-là, en ce moment, c'est vraiment la force là, dans la défensive des Eagles. Ils font tellement de plaqués à eux, les deux ensemble. Donc, vraiment, il est un peu partout sur le terrain. Et dans les couvertures en zone, il fait super bien son travail. Vraiment, il est vraiment très bon. Puis, je pense que là, les secondaires de ligne, on les oublie un peu, qu'on appelle les middle linebackers. Là. Ouais. C'est souvent des joueurs qu'on oublie dans notre sélection de joueurs par excellence. Mais en ce moment, il est partout sur le terrain. Là. Du côté de l'américaine, je reste à la même position que toi. Et c'est un joueur que les gens ne connaîtront pas nécessairement. On parle ici de Carson Schlesinger, secondaire des Browns de Cleveland. Là, donc, choix de deuxième ronde au dernier repêchage, 33e au total en provenance de UCLA. Mais si ça ne va pas bien à Cleveland, c'est pas à cause de leur défensive. Hein. On va se dire, Myles Garrett est toujours excellent. Mais Schlesinger est rentré vraiment d'un aspect dominant au niveau de cette défensive-là. Il a réussi à enregistrer 52 plaqués, un sac du corps, et c'est son impact sur le jeu. On s'attendait à ce qu'il soit bon cette année, mais pas de cette ampleur-là. Il semble très, très vocal là, des matchs que j'ai vus des Browns cette saison. Donc, c'est sûr, on n'est pas le leader encore parce qu'on a un Myles Garrett, on a des bons éléments partout en défensive, mais il est vraiment, c'est un ajout extrêmement important à cette unité-là. On avait un léger manque du côté des Browns au niveau des secondaires, on est venu combler ça avec Schlesinger. Donc, un excellent ajout et un nom à surveiller là, pour les prochaines années. Ah, c'est bon que tu en parles, que c'est une position qu'on remarque moins parce que ça n'a pas des statistiques qu'on aime parler. On aime parler des sacs du corps, on aime parler des interceptions. Ouais, exact. Les secondaires de ligne, c'est pas ça qu'ils ont, c'est des plaqués pour perte, c'est des plaqués, juste des plaqués. C'est pas quelque chose qu'on va regarder en premier. Fait que c'est sûr que quand on parle de joueurs par excellence, on regarde toujours en premier les sacs, les interceptions. Ouais. Mais ces joueurs-là, justement, ils n'ont pas les statistiques qui sont sexy, je vais dire, entre guillemets, mais c'est tellement important. Puis en ce moment, c'est les deux joueurs qu'on vient de parler. Comme recrues, ils font un travail incroyable. Puis ça, je pense qu'il faut le souligner. Bien dit. Au niveau des coachs de l'année, dans la nationale, Thierry, tu es allé avec le coach des Lions de Détroit, Dan Campbell, qui pourrait être un candidat de choix. Là. Je pense que c'est intéressant de le mentionner parce qu'il a perdu ses deux coordinateurs dans l'entre-saison au niveau offensif et défensif. Donc, il s'est retrouvé avec des nouvelles personnes à qui il devait faire confiance. Ça fonctionne. Les Lions ont une fiche de 4-2 jusqu'à présent. Ah oui, ben c'est exactement ça. Tu as bien résumé la situation. Perdre les deux coordonnateurs, c'est tes deux alliés les plus proches quand tu es un entraîneur-chef. Donc, tu perds ça et l'équipe va super bien. On a eu une panne sèche au premier match, mais après ça, on s'est replacé. On a eu un petit peu de difficulté contre les Chiefs, mais en tant que tel, si on regarde l'ensemble de l'œuvre depuis 5 matchs, vraiment, c'est une attaque qui est quand même très bien rodée. Puis on a perdu quand même aussi deux joueurs de ligne qui était la force des Lions. Donc, 2 joueurs de ligne, perd ses 2 coordinateurs, puis l'équipe va super bien. Je parlais tantôt des Eagles que Nick Sirianni, lui, quand il perd ses entraîneurs, il ne choisit pas super bien. Ben, Dan Campbell, clairement, lui, il choisit bien ses entraîneurs. Donc, il fait un très bon travail. Puis Dan Campbell, ça reste Dan Campbell. Il est motivateur, son équipe va bien. Fait, je
pense qu'il faut lui donner le crédit là, cette année là, pour tout ça. Dans l'américaine, on en a parlé, là, Shane Steichen aurait pu être un bon choix, mais la faiblesse de leur calendrier me fait pencher pour le coach des Patriots, Mike Vrabel. Sa deuxième année en poste, on est allé chercher des victoires contre les Panthers, les Dolphins. Les Panthers, c'est rendu une bonne équipe. Là. On va se le dire, les Panthers, ce n'est plus l'équipe moribonde autrefois. Là, on a une belle fiche de 3-3. À domicile. Ils ont gagné à domicile. Les c'est vrai. 3 à domicile, puis 0 à... On a battu les Panthers, les Dolphins, les Saints, mais surtout les Bills. Là. 3 de ces matchs ont été gagnés par moins d'une possession. Ça montre que Mike Vrabel est en possession de ses moyens. Il sait bien coacher dans les situations qui sont un petit peu plus serrées, dans lesquelles il faut prendre des bonnes décisions, des bons temps d'arrêt. Mais Mike Vrabel le fait. Donc, ça fonctionne jusqu'à présent au niveau l'entraîneur-chef des Patriotes. C'est sûr qu'on les attendait. On s'attendait à ce les Patriotes aient une bonne saison. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il surprend beaucoup. Et petit erratum, là, Mike Vrabel en est à sa première saison avec les Patriotes. Donc, c'est encore plus impressionnant qu'il est capable de rallier tout ce beau monde-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivés du côté des Patriots, surtout en défensive. On a changé complètement l'image de cette défensive-là. Mike Vrabel a voulu la mettre à sa main. Ça fonctionne très bien jusqu'à présent. C'est une jeune équipe. C'est une jeune équipe, les Patriots. Ils sont très jeunes. Ils sont jeunes, donc à voir si ça va continuer aussi longtemps. Mais avec un coach que le leadership d'un Mike Vrabel, on est en voiture. Moi, je ne comprends pas l'année passée que personne ne l'a mis sous contrat quand il était congédié des Titans du Tennessee, que personne ne lui a donné un emploi. Je ne comprenais pas. S'il y avait bien un entraîneur qui a prouvé qu'il est bon, puis oui, là, ça allait mal avec les Titans, mais je pense que c'était pas mal plus au niveau de l'effectif que de vraiment son coaching. Il arrive avec les Patriots, puis tout de suite, il y a un impact. Donc, c'était dessiné dans le ciel qui retourne à l'endroit où il y a eu autant de succès et espérera maintenant remporter le Super Bowl en tant qu'entraîneur-chef. On va terminer, Thierry, avec disons un petit bloc qui sera peut-être pas des plus excitants, mais je pense que c'est important de s'attarder sur les déboires des Jets de New York. On est au dernier rang de la NFL, encore une fois, avec une fiche de 0 victoire et 6 défaites. On est l'équipe qui a manqué les éliminatoires depuis le plus longtemps. Là. Ça fait 14 ans. Leur dernière présence est en 2010. Les deuxièmes, c'est les Panthers puis les Falcons, que ça fait 7 ans, donc 2 fois moins de temps. Puis ces deux organisations-là sont quand même sur la bonne voie après des moments difficiles. Donc, ça va beaucoup mieux. Donc, beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte pour lesquelles les Jets, ça ne va pas bien. Depuis 2022, on doit se dire, on repêche quand même bien. Là. L'équipe a fait des bons choix au repêchage. Alors, 2 derniers premiers choix, ça a été pour investir, pour renforcer la ligne à l'attaque. On a choisi des très bons joueurs aussi là, dans les dernières années là, avec Will McDonald, Sauce Gardner, Garrett Wilson, Breece Hall notamment. Mais avant cela, ça a été quand même désastreux. Là. Je ne parlerai pas de la position de carrière tout de suite parce que c'est une entité en soi. Mais aucun des bons joueurs qu'on repêchait, surtout en défensive, n'est resté longtemps avec les Jets pour avoir un impact avec l'équipe. C'est une des raisons de leur insuccès. Écoute, ça, moi, je pense que quand une équipe va mal pendant autant d'années, ça part vraiment d'en haut. Ça part du propriétaire. Ça descend sur le directeur général que le propriétaire embauche. Ouais. Après ça tout découle d'en haut. Puis c'est vraiment c'est une pyramide qui a tout, je vais dire, dégouline. Je vais pas dire ça glisse pas bien, là, ça dégouline. Puis ça part vraiment d'en haut parce que ça se peut presque pas, là, avoir pas de succès pendant 15 ans. Là. À un moment donné, tu vas toujours bien piger un carrière ou un joueur qui va avoir un impact. Après ça, prendre le bon coach au bon moment. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, puis ça peut juste s'expliquer de la direction générale en haut. Tu parles de cette pyramide-là. Là. On peut s'attarder un petit peu au niveau des entraîneurs-chefs. La dernière fois qu'on a eu un entraîneur-chef qui est resté plus d'1 an et qui avait une fiche cumulative là, dans sa carrière, pas juste sur 1 an, dans sa carrière au niveau des victoires et des défaites chez les Jets, c'est en 1999. En fait, c'est de 1997 à 1999. On parle ici de Bill Parcells qui a eu une fiche de .604 d'efficacité de victoire-défaite. Donc, ça fait extrêmement longtemps.
Pardon? J'écoutais pas encore la NFL à ce moment-là. Non, moi non plus. Puis ça montre. J'ai commencé à regarder la NFL en 2002-2003 environ. Donc ça fait très, très longtemps. Là. Depuis 2010, donc la dernière participation en éliminatoire, on a eu un Rex Ryan qui a quand même eu un certain succès, avait mené cette équipe en série justement en 2010. Reste que c'est une fiche en bas de 500. Là. C'était Mark Sanchez, le carrière. Ouais, effectivement. Mark Sanchez, on n'a rien eu depuis ça. C'est le seul carrière à avoir. On a eu des carrières qui ont passé, là, puis le seul qui a apporté les Jets dans les 15 dernières années, c'est Mark Sanchez. Ouais. Ensuite, après Rex Ryan, on est allé avec Todd Bowles, 4 ans en poste, un maigre fiche d'efficacité de .375. C'est un coach qui a du succès maintenant, mais à l'époque, je doute qu'il était vraiment prêt pour ce défi-là. On est ensuite allé avec Adam Gase pour 2 ans, fiche de .281. Ensuite, Robert Saleh, 4 ans, .357. Jeff Ulbrich qui a fini l'année là, lorsque Saleh a été congédié, .250. Et Aaron Glenn, maintenant, pourcentage de victoire est à un beau 0. Dans le groupe, là, c'est pas compliqué. On a Ryan, Bowles, Saleh, Ulbrich et Glenn qui sont tous des entraîneurs à vocation défensive, qui ont été déjà coordinateurs défensifs. On est allé avec Adam Gase à un certain point, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être qu'il est temps aussi de changer l'identité de notre équipe et de nos entraîneurs-chefs, puis ça part de là. Donc, on parle de pyramide. Année après année après année, on s'entête à aller chercher le même type d'entraîneur. Ça ne fonctionne pas. Là. Écoute, comme je disais, tout part d'en haut, puis là, ça arrive au point de carrière. On n'a pas le choix d'en parler, qu'on n'est pas capable de trouver un carrière, puis je vais dire encore plus que ça, que ce soit qu'on le repêche ou qu'on l'engage en agent libre, ça ne fonctionne pas. Écoute, on est allé chercher Aaron Rodgers, puis il a eu l'air d'un carrière fini. Puis là, il arrive avec les Steelers, il joue très bien, puis pourtant, il y a 2 ans de plus que quand on l'a engagé avec les Jets, puis ça fonctionne très bien. On repêche des joueurs, on repêche Sam Darnold, ça fonctionne. On va l'énumérer, Thierry, si tu veux bien, la liste là, depuis 2010, là, la liste des corps partants. Là. Puis on va se rendre compte à quel point c'est fait. De parler de Mark Sanchez, il a quand même mené l'équipe en série. Geno Smith, Michael Vick, Ryan Fitzpatrick, Bryce Petty, Josh McCown, Sam Darnold, repêché 3e au total en 2018. Il y avait des gars comme Josh Allen, Lamar Jackson qui sont sortis après. Joe Flacco, Zach Wilson, 2e au total en 2021. C'est une horrible sélection. C'est pas une grande année de corps, on va se le dire. Mais les équipes, parfois, se sentent obligées de prendre des carrières quand ils en ont besoin. C'est peut-être pas l'année de le faire. On avait des joueurs comme Jalen Waddle, comme Jamar Chase, comme Penei Sewell qui étaient disponibles, qui auraient pu avoir un énorme impact avec l'équipe. Ensuite, Mike White, Trevor Seaman, puis tu as parlé d'Aaron Rodgers, puis maintenant Justin Fields. On se trompe constamment avec nos carrières. Là. Écoute, puis rendu là, c'est encore plus profond que ça. C'est est-ce qu'on se trompe ou on les met pas dans des bonnes situations? Dans le cas de Zach Wilson, je pense qu'on s'est trompé. Là. Oui, Zach Wilson, on s'est trompé. Je ne dis pas qu'on a fait des bons choix, qu'on n'est pas bon, mais je prends par exemple Sam Darnold. Ouais. Sam Darnold, que là, il est parti de là, il a eu du succès avec les Vikings, puis en ce moment, il est en train d'avoir du succès avec les Seahawks. Clairement, démontre qu'on n'a pas su comment le développer, on n'a pas su comment utiliser ses forces ou utiliser. On ne sait pas quoi faire avec nos QB, qu'on en prenne un de 40 ans ou qu'on en prenne un au repêchage ou en agent libre. On ne sait pas quoi faire avec ça. C'est jamais bon un QB des Jets. C'est jamais bon. Automatique. Et ça doit être particulièrement déprimant pour les partisans des Jets, alors que dans les dernières années, on fait des bonnes sélections. Mais on semble gaspiller les meilleures années de nos joueurs vedettes. On sait que la longévité d'un porteur de ballon, c'est très court et Breece Hall est un bon porteur de ballon dans cette ligue-là, mais ça ne paraît pas puisqu'il est au sein d'une équipe moribonde. Aaron Glenn est une bonne tête de football, je ne veux rien lui enlever, mais les Lions n'étaient pas, disons, un exemple au niveau défensif dans la NFL. Donc, on s'entend que pour les candidats de choix, leur première, l'équipe au sommet de leur liste n'est clairement pas les Jets lorsqu'il y a des postes qui sont vacants. On s'entend que les candidats de qualité ne vont pas nécessairement aller avec les Jets pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Mais y aller avec Aaron Glenn alors que les Lions ont éprouvé de gros problèmes défensifs dans les dernières années,
je pense que ça a été juste de se tirer dans le pied de manière incompréhensible, alors qu'on revenait d'une expérience qui, oui, Robert Saleh, ça avait été un bon candidat, avait connu du succès avec les 49ers, mais je pense que c'était le temps de changer un petit peu la vocation de cette équipe-là. Écoute, on parle justement de Mike Vrabel qui n'avait pas été engagé. Là. Voilà, c'en est Moi, en tout cas, avoir été le DG des Jets, j'aurais fait un appel le lendemain. Là. Un gars comme Mike Vrabel qui amène de l'énergie, qui amène peut-être un changement de culture. Écoute, je peux me tromper. Peut-être ça aurait justement été... ça aurait peut-être fait comme tous les autres entraîneurs, puis il n'aurait pas été bon, mais clairement, ça a été un choix dans le haut de ma liste. Puis ce que je regarde, c'est que dans les dernières années, on regarde sur papier les Jets. C'est pas si pire que ça. L'allure, oui. Il y a des armes offensives, il y a des joueurs en défensive qui sont là. Il y a de quoi travailler avec ça. Puis c'est toujours vraiment mauvais. Il n'y a pas de cohésion. Combien tout le monde est perdu sur le terrain. Combien de spécialistes les plaçaient en série l'année passée? Là? Donc, ouais. Et l'année d'avant, c'est sûr que Aaron Rodgers s'est blessé, donc ceci explique cela. Mais l'année passée, plusieurs les voyaient en série. Ça n'a même pas passé proche non plus. Là. Donc, voilà. Disons qu'on espère pour les partisans des Jets que la lumière arrivera éventuellement au bout du tunnel. Mais pour l'instant, cette lumière semble plutôt tamisée et semble assez dans un horizon lointain. Donc, on va leur souhaiter une victoire plutôt que tard, mais je pense que... Ça serait le fun à m'amener. Ça serait le fun. Ça serait le fun, mais je pense que ça pourrait encore prendre quelques semaines. Donc, pour rappeler aux gens, n'hésitez pas et ne manquez pas nos Power Rankings, comme ils sont mentionnés un petit peu plus tôt, sont disponibles à chaque tranche de 3 semaines. Donc, ça a été plaisant de se faire cet épisode-ci, Thierry, au tiers de la saison, décerner nos bonnes notes puis nos moins bonnes notes un petit peu pour les performances individuelles et collectives jusqu'à présent. C'est un exercice qui est intéressant à faire, puis ce sera plaisant de voir à la fin de la saison qui a pu garder la cadence, puis qui s'est écroulé, puis qui a perdu sa chance comme un candidat potentiel pour recevoir un trophée qui est prestigieux. Puis, ça a été un exercice très plaisant à faire. Ouais, je suis content qu'on l'ait fait aussi. Puis j'ai hâte de voir justement l'évolution de nos classements. Là, comme on dit au début de l'épisode, ça n'arrête pas de bouger. Donc, est-ce que ça va se stabiliser dans les prochaines semaines ou on va continuer de monter, descendre? On se retrouvera justement avec notre autre collaborateur, Michael, aux 2 tiers de la saison, donc aux environs de la semaine 12-13. Et on se lancera pleinement justement dans ces analyses du Power Ranking. Alors Thierry, je te remercie beaucoup pour une excellente participation, encore une fois, au temps d'arrêt. Comme je t'avais mentionné en privé, c'est notre dernière saison au temps d'arrêt, dernière saison de couverture du football. Donc, on voulait se lancer pleinement dans l'aventure de l'analyse de cette saison 2025 et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vous offre. On espère que ça vous aura plu. Et évidemment, on vous dit de continuer à regarder la NFL. C'est du football qui est extrêmement divertissant semaine après semaine. Puis le meilleur est à venir, ça c'est sûr. Fait que je te remercie beaucoup, Thierry, pour ta participation, puis on va se dire à un prochain épisode du Temps d'arrêt. Salut tout le monde.